Alors, au-delà de l'intention louable, l'étiquette bien-être animal est-elle un véritable levier business viable pour toute la filière ou risque-t-elle de devenir niche, complexe et coûteuse et parfois déconnectée de la réalité des arbitrages consommateurs que vous connaissez et des réalités de terrain? Bienvenue sur Sans filtre ajouté, Émilie. Aujourd'hui, on va parler de l'étiquette bien-être animal. On va décrypter un logo qui prend de plus en plus de place dans nos rayons. Et puis, on va parler de la multiplication des labels entre la pression pour le pouvoir d'achat qu'on connaît tous. Est-ce que, justement, cette initiative peut-elle vraiment transformer la filière? Aujourd'hui, on va en parler sans filtre. Bonjour Émilie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast de Sans filtre ajouté. Bonjour Salomé, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast. Avec grand plaisir. Alors tout d'abord, pour les auditeurs qui nous écoutent, je vais te laisser te présenter et puis expliquer justement ton rôle au sein de l'association. Alors, bonjour à tous les auditeurs. Je m'appelle Émilie Grégorio, j'ai 28 ans. J'ai une formation d'ingénieur agronome où je me suis très vite du coup spécialisée en bien-être des animaux d'élevage et en éthologie, donc en études du comportement animal. Dès la sortie de mes études, j'ai été embauchée au sein de l'association Étiquette Bien-être Animal, donc ça fait maintenant 4 ans que je travaille pour l'association. Et du coup, mes tâches sont très diversifiées au sein de l'association. Donc, ça peut être vraiment de la gestion associative pure et dure, qui n'est pas le cœur de ma formation, mais que je gère également. Donc, c'est tout ce qui est gérer les cotisations chaque année, gérer les membres, répondre à leurs questions, etc. Il y a tout également la gestion technique, avec le suivi des audits, la qualification des auditeurs, la création des référentiels techniques. Et enfin, il y a une grosse partie effectivement de communication, donc avec toute la gestion des événements presse, des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, beaucoup de tâches très diverses, mais auxquelles je prends beaucoup de plaisir à travailler aujourd'hui. Écoute, je suis ravie et je suis très contente d'aborder ce sujet parce que c'est vrai que sur le podcast, j'ai eu la chance d'avoir effectivement, je t'en parlais tout à l'heure, Sabine Bonneau sur la partie environnementale. Et c'est vrai que moi, une des premières questions que j'ai eues et que je pense beaucoup d'auditeurs se poseront naturellement, c'est face à la multiplication de tous les labels qu'on connaît. Alors, on peut parler de label ou non, mais le label rouge, le bio, le Nutri-Score, l'étiquette bien-être animal. Est-ce que, je vais droit dans le dur direct, on est là mais pour ça. Voilà, on est là pour ça. Est-ce que on se perd pas justement et est-ce qu'on perd pas le consommateur dans tous ces labels? Et justement, est-ce que le bien-être animal ne risque pas d'être en dernier de la liste face au Nutri-Score, par exemple, qui est beaucoup plus démocratisé? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a plein d'études sur les comportements d'achat et plein d'études sur effectivement les drivers d'achat des consommateurs en rayon. Le bien-être animal est toujours dans le top 5 des drivers d'achat. Donc bien sûr qu'il y a plein d'autres éléments que sont le prix, l'environnement, l'origine France, etc. Mais le bien-être animal est toujours cité dans le top 5 des drivers d'achat, donc déjà c'est un point extrêmement important. Et c'est une attente extrêmement forte pour les consommateurs européens et les consommateurs français. Donc il y a plein de sondages qui montrent que plus de 80% des consommateurs français, par exemple, veulent une information sur le mode d'élevage, notamment des animaux. Et c'est pourquoi l'association a été créée en 2018. C'est vraiment pour répondre à cette demande forte des consommateurs, parce qu'il n'y avait à ce moment-là aucune initiative qui permettait d'amener vraiment un élément sur le bien-être animal, sur les produits d'origine animale. Donc voilà, c'est déjà premièrement une attente forte des consommateurs. Est-ce qu'ils ne se perdent pas dans toutes ces informations? C'est une très bonne question et on est souvent interpellé sur ce sujet. C'est un point qu'on a eu en tête dès la création de l'association et c'est pour cela qu'aujourd'hui en France, on est l'unique association qui évalue le bien-être animal sur toute la vie de l'animal. Donc dans d'autres pays, par exemple, si je prends l'Allemagne, sur la filière porcine par exemple, ils ont 4 étiquettes ou labels qui donnent une information sur le niveau de bien-être animal. Nous en France aujourd'hui, on n'en a qu'une. C'est l'étiquette bien-être animal dont on parle aujourd'hui et on espère vraiment du coup devenir la référence sur ce sujet. Souvent on est interpellé et je pense à chaque fois à ce chiffre, on nous dit moi on me dit souvent mais Émilie, tu sais que les consommateurs en rayon ils prennent uniquement moins de 3 secondes pour choisir leurs produits en rayon et ce que je réponds c'est attention, effectivement en rayon on met moins de 3 secondes à repérer le produit, ouvrir le frigo et prendre le produit. En réalité, dans notre quotidien, on est baigné par énormément d'informations, de publicités, etc. sur ce qu'on consomme. Et en fait, notre choix est fait, on va dire, tout au long de la journée
et tout au long de notre vie, de nos habitudes, etc. qu'on a eues. Donc voilà, effectivement, on ne prend pas que 3 secondes pour faire notre choix, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des pubs à la télévision, il y a des pubs à la radio, etc. Sinon, on aurait uniquement des publicités en rayon, et on sait que c'est pas le cas. Donc voilà, on a plein d'informations, et on sait que le bien-être animal est une attente forte des consommateurs. Bien sûr, et ce qui est intéressant, alors non pas pour raconter ma vie, mais cet été, j'étais en Allemagne, et ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce qu'effectivement, bien évidemment, en tant que passionnée de la grande distribution alimentaire, j'ai été dans les supermarchés. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent le podcast, vous avez vu sur une newsletter, ça en a fait marrer beaucoup, que je disais que j'aimais pas la soupe, alors qu'il y avait des rayons entiers de soupe. Et une des spécificités, effectivement, c'est que il y avait énormément d'allégations, en tout cas sur les packaging, oui, quant au bien-être animal. Comment on se situe en France par rapport à nos pays voisins sur ces sujets de bien-être animal? Est-ce que le consommateur français y est plus sensible, moins sensible? Comment tu évaluerais justement notre shopper français qu'on regarde tant dans les études? Alors, je pense que les autres pays européens, et notamment les pays du Nord par exemple, ont lancé ces préoccupations un peu avant nous. En revanche, aujourd'hui, on a des attentes qui sont en France qui sont tout aussi fortes que les consommateurs européens. Il y en a qui sont un peu plus en avance sur la législation. Par exemple, l'Allemagne, ils ont une information sur le bien-être animal qui est réglementaire. Donc, ils sont obligés d'afficher une indication sur le mode d'élevage. En France, nous, aujourd'hui, on n'a absolument pas de réglementation qui encadre les étiquettes et les allégations ou les labels bien-être animal. Donc on est un peu en retard, on va dire, d'un point de vue réglementaire. Par contre, si on s'intéresse vraiment aux étiquettes et aux labels, aujourd'hui, en France, on a l'étiquette qui est la plus pionnière à l'échelle européenne. Donc pourquoi ? Parce qu'on est une des étiquettes les plus récentes. Et donc en 2018, quand on a voulu créer cette information pour le consommateur, on s'est tout simplement inspiré de tout ce qui se faisait d'ores et déjà à l'échelle européenne. Il y en avait déjà beaucoup. Et on a vraiment cherché à proposer le système le plus abouti et le plus complet. Et c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, quand la Commission européenne, elle formule des recommandations sur qu'est-ce qu'on attend d'un étiquetage bien-être animal, ou quand l'ANSES, comme elle a fait cette année, propose également des recommandations sur si demain en France, il devait y avoir un étiquetage bien-être animal encadré, qu'est-ce que ce serait ? L'étiquette bien-être animal répond à 100% de ces recommandations, et c'est la seule à l'échelle européenne qui répond à 100% de ces recommandations. C'est vraiment parce qu'on est la plus aboutie et une des plus récentes. Donc on se place plutôt très bien à l'échelle européenne, et si demain c'est encadré et qu'on pousse une étiquette, on espère bien sûr que ce sera l'étiquette française. Et est-ce que justement il y a des labels indépendants? Alors me semble-t-il, de ma petite connaissance sur le sujet, qu'il y a aussi des initiatives de marques qui ont été faites pour mentionner justement un score de bien-être animal. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Effectivement, aujourd'hui, il y a des initiatives privées qui ont vu le jour pour communiquer sur le niveau de bien-être animal des produits. Donc attention, souvent, c'est sur le mode d'élevage qu'on communique. Donc vraiment sur comment les animaux sont élevés, et non pas sur, par exemple, tout ce qui est transport, abattage, etc., qui demande d'avoir une traçabilité beaucoup plus importante. Donc voilà, souvent aujourd'hui, effectivement, les marques vont communiquer soit avec un logo, soit avec des allégations, par exemple, élevé en plein air, pâturage, bien-être, etc. Attention, il faut bien évidemment rester vigilant sur la transparence et la robustesse de ces informations, parce que dans ce cas-là, on peut potentiellement plus se rapprocher d'allégations marketing. Nous, l'objectif de l'association, c'est vraiment d'amener une information robuste et transparente aux consommateurs, donc avec vraiment des audits externes indépendants qui sont réalisés chaque année, des référentiels qui sont extrêmement robustes et co-construits par l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Il en existe, mais je dirais qu'on est sur un niveau un peu plus poussé d'informations. Et du moins, on essaie c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment d'amener une information robuste et transparente aux consommateurs. C'est notre objectif premier. L'objectif n'étant pas de faire vendre des produits. On n'est vraiment pas une allégation marketing. On est vraiment une information pour le consommateur. Et je pense que là, la différence est extrêmement importante sur ces sujets. Forcément, ça m'amène à te poser la question de... S'il n'y a pas l'étiquette bien-être animal sur un pack, c'est quoi le niveau de B.A.B.A. Finalement qu'on doit regarder ? Comment on fait quand on est un consommateur et qu'il n'y a pas cette étiquette, cette allégation ? Et sur quoi on peut s'appuyer sur le pack ? Comment on fait, tout simplement ? Alors, effectivement, quand il y a l'étiquette bien-être animal, il faut se référer à l'étiquette bien-être animal. Aujourd'hui, elle n'est pas encore disponible dans toutes les filières, donc pour tous les produits, parce qu'effectivement, ça demande, comme c'est un référentiel qui est très robuste avec des audits derrière qui sont très conséquents, ça demande un certain temps de déploiement.
Donc l'objectif, c'est bien de s'étendre à toutes les filières, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on ne peut pas avoir de réponse unique pour cette question. En fait, il faut vraiment réfléchir pour chaque filière. Donc, par exemple, il y a des filières où on peut avoir comme référence le label rouge ou l'agriculture biologique, puisqu'on sait que ce sont des cahiers des charges qui vont tendre vers, par exemple, de l'accès extérieur pour l'agriculture biologique. Donc, avec potentiellement des animaux qui vont pouvoir exprimer plus de comportements naturels, donc vraiment aller dans le sens du bien-être animal. Mais c'est vraiment très filière dépendant. On peut aussi regarder l'origine du produit avec l'origine France, par exemple. Et sinon, il faut potentiellement s'orienter vers des élevages avec une bonne traçabilité, où on connaît les pratiques, on connaît l'origine, etc. Donc voilà, c'est vraiment une réponse qui ne peut pas être unique. C'est très dépendant des filières. Et vivement que l'étiquette bien-être animal soit présente sur tous les produits pour pouvoir s'y référer pour le bien-être des animaux. J'en parlais un peu en introduction. On sait qu'aujourd'hui, le critère du pouvoir d'achat, il est extrêmement important. Vraiment, il est suivi par de nombreux consommateurs, si ce n'est c'est le premier critère d'achat en point de vente. Ma question, c'est qu'aujourd'hui, on voit dans les sondages que vous avez notamment publiés qu'il y a 65% des consommateurs, donc ce qui n'est pas rien, plus d'1 sur 2, qui sont prêts à payer plus cher pour le bien-être animal. Mais est-ce que c'est pas un chiffre de principe ? Parce que forcément, quand on interroge, tous les consommateurs veulent payer plus cher pour des produits qui sont meilleurs pour la planète, pour le bien-être animal. Et concrètement, est-ce que votre étiquette ne reste pas, et je fais exprès d'employer des termes durs, un label de principe plutôt pour une population CSP+, qui a des moyens ultra-urbaines et, comme on dirait dans le jargon, excusez-moi du terme, mais un peu bobo, tu vois. Qu'est-ce que tu en dis là-dessus ? Alors, c'est une très bonne question et effectivement, on a souvent cette remarque. Donc déjà, je trouve que c'est très encourageant que, d'un point de vue déclaratif, à minima, les consommateurs se disent prêts à payer plus cher pour des produits qui ont une meilleure garantie de bien-être animal. Donc ça montre déjà un intérêt. Il y a des études qui sont en cours pour effectivement creuser ces comportements d'achat et vérifier ces déclarations. En gros, ce sont des déclarations qui sont souvent faites derrière un ordinateur. Si demain on suit ces consommateurs et qu'on les suit en rayon et qu'on voit ce qu'ils achètent, est-ce que ces déclarations se vérifient ou pas ? Donc il y a des structures aujourd'hui qui travaillent sur ces sujets-là. Ce que je peux en dire pour l'instant, c'est que déjà, ce qui est extrêmement important à avoir vis-à-vis de l'étiquette bien-être animal, on parle bien d'une étiquette et pas d'un label. Donc une étiquette notamment à 5 niveaux. Ce qui est les niveaux A, B et C sont les niveaux positifs en termes de bien-être animal. Donc acheter un produit qui est étiqueté A, B ou C, c'est extrêmement positif pour améliorer les conditions d'élevage des animaux et pour du coup valoriser toutes ces pratiques-là. Le niveau C, aujourd'hui, est un produit accessible. Donc les niveaux A et B, effectivement, souvent, par exemple, si je prends la filière poulet de chair, les niveaux A et B vont correspondre à du bio label rouge. Donc on sait que c'est un peu plus cher. Le niveau C, il correspond vraiment à la segmentation European Chicken Commitment ou Better Chicken Commitment, avec vraiment un premier niveau d'entrée qui est assez abordable. Et c'est vraiment ce qui fait la force de l'étiquette. On n'est pas sur un label, par exemple, label rouge, où on va répondre à un cahier des charges ou non, et on va pouvoir ou non apposer le label. Nous, avec l'étiquette, on a vraiment ce niveau croissant d'exigence et qui aussi correspond à un niveau croissant de prix. Donc le consommateur pourra toujours il pourra toujours s'orienter vers des produits qui correspondent aussi à son portefeuille. Et l'exemple qui est très marquant, quand on dit que le consommateur a effectivement des choix à faire au niveau de sa consommation, c'est que par exemple, si on prend l'exemple des œufs, donc les œufs, dans les années 80, il y avait énormément d'œufs qui étaient vendus avec des poules qui étaient élevées en cage. On a installé le code sur les œufs, donc le code, vous savez, 0, 1, 2, 3. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment eu un changement de consommation avec tous les œufs plein air, donc les codes 0 et 1, qui ont été largement plébiscités par les consommateurs, avec uniquement, du coup, comme critère, le mode d'élevage de la poule. Donc, est-ce qu'elle était élevée en cage, est-ce qu'elle était élevée en bâtiment ou à plein air ? Dans les faits, les œufs plein air, donc 0 et 1, étaient et sont plus chers que les œufs en cage. Donc, il y a effectivement un écart de prix et pour autant, les consommateurs se sont orientés vers ces œufs-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2025, on a aujourd'hui une large part de plein air dans les rayons, donc vraiment plus de 2/3. Et voire, il y a des enseignes qui se sont engagées sur du 0 œufs coquilles qui proviendraient de poules élevées en cage dans les rayons. Donc vraiment, on voit que quand on sensibilise le consommateur et qu'on lui donne une information, il peut totalement orienter ce qui se passe dans les rayons et même sur des produits du coup qui demandent qui ont un prix un peu plus élevé, ces actions-là sont faites. Et de toute façon, nous, comme on le dit souvent au sein de l'association Étiquette Bien-être Animal, si le prix était le seul argument
Et le seul driver d'achat des consommateurs, quand on irait dans les rayons, on verrait uniquement des marques premier prix. Et ce n'est pas le cas. Il y a énormément de segmentation, énormément d'allégations, de labels, etc. Donc, il y a des consommateurs qui ont besoin d'avoir des informations et qui sont capables aujourd'hui d'orienter leur choix dans les rayons. Bien sûr. J'y reviendrai sur la partie prix et notamment est-ce que concrètement ça coûte plus cher d'avoir un meilleur élevage et au-delà de ça, à partir du moment où l'animal naît jusqu'à sa mort, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc c'est très clair pour moi. Je te propose un petit jeu, histoire de rythmer un peu cette interview. Et pour aller un peu plus loin et pour bousculer un peu toutes les idées reçues qu'on peut avoir. Donc ce jeu s'appelle Mythe ou réalité. Le principe est simple. Je vais te lancer des affirmations sans filtre, parce que c'est l'ADN évidemment du podcast, de ce qu'on peut entendre sur le terrain. Justement, donc auprès des consommateurs, des chefs de rayon, directeurs de magasins ou même catégorie manager. Et l'objectif, c'est que tu me répondes du tac au tac, mythe ou réalité, et que tu m'expliques pourquoi. Alors tout d'abord, première affirmation. Alors finalement, l'étiquette, c'est un outil marketing créé pour et par la grande distribution pour se redorer une image, mythe ou réalité. Alors c'est un mythe, sans grande surprise. Donc, pour reprendre un peu la formulation de la phrase qui est très intéressante, l'association étiquette bien-être animal et l'étiquette bien-être animal est créée par des ONG de protection animale, des groupements de producteurs, des transformateurs, des metteurs en marché, dont la grande distribution, et pour amener une information claire, robuste et transparente aux consommateurs. Donc, je pense que on dit tout avec cette formulation. C'est vraiment une démarche qui a été créée pour le consommateur en premier lieu, et qui est co-construite par de nombreux acteurs, et notamment par l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur. Donc, pas uniquement par la grande distribution, et ce n'est donc pas une information marketing. Pour un poulet label rouge, pour un poulet qui est étiqueté label rouge, il obtiendra toujours une meilleure note sur l'étiquette bien-être animal par rapport à un poulet bio. Alors, c'est également un mythe, parce que aujourd'hui, quand on regarde les exigences de l'étiquette bien-être animal en filière poulet de chair, les poulets label rouge, tout comme les poulets agriculture biologique, peuvent répondre aux exigences les plus élevées du référentiel étiquette bien-être animal et donc atteindre le niveau A. Donc tous les deux peuvent totalement atteindre la note supérieure étiquette bien-être animal. Ok, c'est intéressant. Donc c'est assez décorrélé finalement le label rouge et le bio. C'est parce que les principales exigences de moyens, donc ça veut dire vraiment ce qu'on va mettre à disposition des animaux pour répondre à la bientraitance animale. Donc, par exemple, l'accès extérieur, la souche des animaux, la densité. Tout ce que demande l'étiquette bien-être animal pour le niveau A est d'ores et déjà demandé par le label rouge et le bio. D'accord, très clair. Et ce qui fait que du coup, ces cahiers des charges-là peuvent facilement atteindre le niveau A de l'étiquette bien-être animal. Très intéressant. Pour un éleveur, passer de la note D à la note C, c'est 80% de paperasse pour seulement 20% d'amélioration réelle dans l'élevage, mythe ou réalité. Alors, c'est également un mythe. Décidément, beaucoup de mythes qu'on déconstruit, donc c'est bien, c'est que c'est très utile. Déjà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le niveau C étant le premier niveau de bien-être animal, en fonction des filières d'élevage, la marge peut être plus ou moins haute à passer entre le niveau D et le niveau C. Donc, il y a des filières pour lesquelles la marge va être très haute parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver à un premier niveau de bien-être animal. Il y a des filières pour lesquelles la marge va être moins haute à passer. Dans tous les cas, quand on passe du niveau D au niveau C, c'est que souvent les efforts et les orientations sont faits de manière beaucoup plus globale que juste sur l'étiquette bien-être animal. Donc souvent, c'est par exemple des groupements de producteurs qui vont s'engager dans le Better Chicken Commitment, donc vraiment un engagement européen où du coup de nombreuses pratiques vont évoluer, les souches vont être différentes, les densités vont être différentes. On a également, par exemple, des groupements de producteurs qui vont s'engager sur du sans antibiotiques, sur d'autres cahiers des charges. Donc, souvent, c'est beaucoup plus global et du coup, ça va forcément jouer sur le niveau de bien-être animal final qui sera meilleur. Et pour l'éleveur, ça ne va pas engendrer de paperasse supplémentaire puisqu'il s'inscrit vraiment dans une transition qui est beaucoup plus globale. Donc voilà, c'est effectivement un mythe, donc une vraie amélioration du bien-être animal pour aucune paperasse supplémentaire pour l'éleveur. La note E, donc la note qui est aujourd'hui minimale, n'est jamais affichée en rayon et aucun distributeur prendrait le risque d'avoir cette note E pour justement pas stigmatiser un produit ou encore altérer son image de marque, mythe ou réalité.
Je suis très fière d'annoncer que c'est un mythe, puisque du coup, on le sait aujourd'hui au sein des membres de l'association Étiquette Bien-être Animal. Il y a des membres qui font des études et qui sont en train d'étudier la possibilité d'afficher le niveau E dans les rayons. Donc il y a notamment des distributeurs qui en fait veulent s'engager sur 100% de transparence pour les consommateurs. Donc qui nous disent, nous voilà, ce qu'on veut demain, c'est que sur 100% de nos MDD, on ait l'étiquette bien-être animal qui soit apposée, donc avec effectivement des produits qui vont être notés E. Et donc il y a des études qui sont en cours, et donc j'espère pouvoir dès demain vous annoncer que la note E sera présente en rayon pour effectivement garantir 100% de transparence aux consommateurs. C'est vraiment hyper positif pour le coup, parce qu'effectivement, alors on peut faire le parallèle sur d'autres notes, d'autres scores où il y a des industriels, dont on taira le nom, mais vous avez vu si vous suivez effectivement des magazines comme Linéaire, LSA, etc., des marques qui justement ont décidé de retirer certaines notes pour changement de recette ou autre. Et effectivement, c'est très intéressant de voir que ça existe, de pouvoir afficher des notes minimales, et c'est OK à partir du moment où on offre la transparence et donc un choix plus éclairé pour le consommateur. Merci, j'espère que ce petit jeu t'a plu. Maintenant, je te propose de rentrer un peu plus dans le détail sur les coulisses de la filière, parce que là, c'était effectivement très intéressant, on comprend comment ça marche, mais on veut effectivement aller un peu plus dans le détail. Moi, une des questions que je me posais, c'est concrètement, qui paye ? Quand tu as des audits comme ça, qui est-ce qui paye ? Est-ce que c'est l'éleveur ? Est-ce que c'est le distributeur ? Comment est réparti justement les coûts pour assurer cette transparence-là ? C'est très intéressant dans la mesure où on sait combien les éleveurs, les agriculteurs au global sont dans des situations financières complexes. Donc concrètement, est-ce que tu peux nous éclairer sur comment ça se passe d'un point de vue financement ? Alors, sans rentrer dans les détails techniques, globalement, aujourd'hui, on a 3 types de coûts qui sont liés à l'étiquette bien-être animal. Donc, on a 2 coûts qui sont obligatoires, un coût qui est facultatif. Les 2 coûts obligatoires, c'est effectivement la prise en charge des audits, puisqu'on est sur des audits annuels, externes, indépendants. Donc, il faut effectivement financer des audits. Deuxième coût obligatoire, c'est le coût qui est lié à l'utilisation du logo de l'étiquette bien-être animal. Donc ça, c'est le porteur de marque qui, chaque année, paie une cotisation à l'association Étiquette Bien-être Animal, et c'est ce qui permet aussi d'avoir des salariés qui font du coup vivre l'association au quotidien. Donc il y a ces 2 coûts obligatoires. Les coûts facultatifs, c'est par exemple tout ce qui va être nécessaire de mettre dans les élevages, dans les abattoirs, etc., pour répondre aux exigences des référentiels techniques. Ces coûts-là, ils sont extrêmement variable, donc il peut y en avoir ou il peut également ne pas y en avoir. Comme on disait tout à l'heure, il y a des labels qui d'ores et déjà permettent de répondre aux critères de l'étiquette bien-être animal. Donc il y en a qui, on va dire, sans effort financier, répondent d'ores et déjà aux critères. Il y en a d'autres qui doivent faire des petits ajustements, par exemple en élevage, en rajoutant des enrichissements, des abreuvoirs, etc., pour répondre aux exigences du référentiel. Et dans ce cas-là, l'étiquette bien-être animal ne cadre pas et n'oriente pas les coûts. Donc, en gros, l'étiquette bien-être animal n'est pas faite pour être équitable, dans le sens où on ne vient pas dire le coût doit être porté à 20% par l'élevage, etc. Souvent, ce sont des négociations commerciales et des cadres commerciaux qui sont préexistants. Donc, on a des acteurs qui rejoignent la démarche, mais qui ont déjà des relations commerciales qui sont préexistantes. Et donc, le choix des membres de l'association a été de dire on vous laisse gérer vos propres relations commerciales et votre propre répartition des coûts. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les exemples qu'on a au sein des différents groupes de travail, les coûts sont répartis de manière équitable entre tous les maillons de la chaîne de valeur. Et c'est pour ça aussi que c'est extrêmement important pour nous d'avoir toujours tous les maillons autour de la table. Donc les groupements de producteurs, les transformateurs, les metteurs en marché, parce qu'ils ont une vraie vision du coup des coûts et de la répercussion à chaque stade. Et on le voit aujourd'hui, nous, à titre d'exemple, où on a une répartition du coup assez équitable de ces coûts, parce que chacun a bien conscience de l'effort qui va être demandé par chacun de ces maillons. Mais voilà, on va dire, on ne cadre pas ces coûts-là au sein de l'association, parce que c'est pas, on n'a pas cette volonté-là. Est-ce que ça coûte plus cher justement d'avoir une meilleure note ? Est-ce que là on pourrait repartir sur les mythes ou réalités, mais on sait que par exemple si on fait des parallèles pour que ça parle à tout le monde, forcément la filière bio coûte plus cher parce qu'il y a moins de rendement. Est-ce qu'on pourrait faire ce parallèle-là avec l'étiquette bien-être animal ?
On peut effectivement faire ce parallèle-là, mais je ne peux pas non plus répondre noir ou blanc. Donc en gros, je ne peux pas vous dire oui ou non, puisque c'est propre à chaque filière et propre à chaque niveau. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, si on prend la filière poulet de chair, pour passer du niveau D au niveau C, du niveau C au niveau B et du niveau B au niveau A, on a plusieurs exigences, et notamment des indicateurs de moyens qui vont cranter chaque niveau. Et par exemple, l'un de ces indicateurs de moyens, ça va être la densité. Forcément, on le sait, c'est exactement l'exemple que tu donnais pour la filière agriculture biologique, en jouant sur la densité, et notamment aujourd'hui pour la densité réglementaire en filière poulet de chair est de 42 km². Nous, au niveau A, on demande au maximum du 25 km². Bien évidemment qu'en élevant moins d'animaux d'un élevage, on aura une productivité qui sera moindre. Donc forcément, on va jouer sur les coûts. Mais voilà, je peux pas donner de chiffres. Et souvent, sur des segmentations existantes, ces coûts-là sont d'ores et déjà repartis et le consommateur est habitué effectivement à savoir que lorsqu'il se dirige vers des labels agriculture biologique, label rouge, il sait qu'il y a un produit qui est à un coût supérieur. Ce que par contre, je peux inviter à faire, c'est que si vous êtes prochainement dans les rayons, vous pouvez vous balader effectivement dans les rayons, chercher des produits étiquetés A, B ou C, parce qu'on a aussi du coup du C qui est étiqueté dans beaucoup d'enseignes de la démarche, et voir par vous-même quelle est la différence effectivement de coût et de prix entre ces produits-là. Est-ce que tu as des éleveurs justement qui ont fait cette démarche-là de passer d'une mauvaise note, on va dire, à une meilleure note et qui ont vu des volumes additionnels? Je m'explique. Alors évidemment, souvent en marketing, on parle d'une corrélation entre le prix de vente et les volumes, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est l'économie de l'offre et de la demande. Mais en l'occurrence, vu qu'il y a de plus en plus d'attentes, et c'est ce qu'on disait dans les statistiques, 65% des Français veulent payer plus cher pour justement cette étiquette-là. Est-ce que tu as des exemples d'éleveurs qui justement ont amélioré leurs notes et conquis plus de consommateurs grâce à cette démarche? Ce qu'on voit, c'est pas tant à l'échelle vraiment de l'éleveur, mais parce qu'aussi j'ai une vision plus globale et systémique en travaillant au sein de l'association. C'est plus par exemple à l'échelle de groupements de producteurs, où il y a peu notamment on a communiqué sur la sortie de l'étiquette porc avec un groupement de producteurs, donc Unibio pour ne pas le citer, qui a engagé la totalité de ses éleveurs sur cette démarche-là, donc sur la note A de l'étiquette bien-être animal. Et donc dans ce cas-là, on a eu des éleveurs effectivement qui ont dû faire quelques efforts pour réussir à avoir un niveau de bien-être animal supérieur, donc pour vraiment passer à la note A. On peut imaginer qu'avant, ils étaient plutôt sur les notes B ou les notes C, par exemple. Et qui, dans ce cas-là, ont vu un marché s'ouvrir avec, par exemple, du coup, le client Auchan qui a utilisé ce bassin de production pour pouvoir apposer l'étiquette A sur leur marque propre, Auchan Cultivons le Bon. Donc, en fait, c'est vraiment des démarches avec des groupements de producteurs qui vont s'engager dans l'étiquetage et qui du coup vont pouvoir valoriser leurs produits différemment, autrement et sans doute en apportant plus de valeur ajoutée, en communiquant sur le bien-être animal. Voilà. Donc je pense que c'est un peu plus systémique que ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, effectivement, l'étiquette bien-être animal peut vraiment être valorisée et vraiment un argument de valorisation sur tous les maillons de chaque filière. Alors, j'ai regardé un peu dans le détail. Alors, je suis loin d'être une experte et comme beaucoup d'auditeurs qui écoutent, alors je ne pense pas que ce soit de la découverte dans la mesure où on est beaucoup à travailler pour la grande distribution alimentaire. Mais quand même, si on rentre un peu plus dans le détail, le référentiel, c'est quand même du lourd dans la mesure où tu as 235 critères, par exemple, pour le poulet, 311 pour le porc, avec un audit annuel. Pour un éleveur ou un abattoir, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble sur le terrain? Si tu peux donner un exemple d'une filière pour qu'on s'imagine et qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Alors, effectivement, les référentiels sont très robustes et ont plusieurs centaines de critères. Donc déjà parce qu'on va de la naissance à l'abattage. Donc il faut bien s'imaginer que par exemple sur ces 235 critères en filière poulet de chair, il y en a par exemple une trentaine qui vont évaluer le niveau de bien-être des parentaux, puis une centaine qui vont être pour l'élevage des poulets, puis une vingtaine pour le transport et une autre centaine pour l'abattoir. Donc effectivement, ça fait beaucoup de critères, mais chacun est réparti sur un maillon de la vie de l'animal. Concrètement, comment on fait? Donc il y a des auditeurs qui sont formés individuellement par l'association Étiquette Bien-être Animal, qui sont aptes à déployer les référentiels Étiquette Bien-être Animal, qui se rendent du coup chaque année. Donc effectivement, ce sont des audits annuels dans chacune de ces structures. Donc si on prend l'exemple de la filière poulet de chair qui vont aller chaque année dans les
couvoirs, dans les élevages, voire le groupement pour évaluer le transport et dans les abattoirs, et qui vont faire des audits qui peuvent prendre, on va dire, entre 1 heure et 2 heures en élevage, qui peuvent prendre un peu plus longtemps en abattoir. À garder en tête, c'est que ces audits peuvent être concomitants avec les autres labels existants. Par exemple, un auditeur peut venir sur un élevage et faire en même temps l'audit label rouge et l'audit étiquette bien-être animal, ce qui prend du coup moins de temps à l'éleveur, ce qui est moins coûteux, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Et pour donner par exemple un exemple de critères qui peuvent être évalués, donc les référentiels techniques ont toujours des indicateurs de moyens qui sont évalués. Donc qu'est-ce qu'on met à disposition des animaux pour répondre à son bien-être, et des indicateurs de résultats. Donc qu'est-ce qu'on va regarder sur l'animal pour voir que effectivement dans les faits il est dans un état de bien-être satisfaisant. Par exemple en abattoir, un indicateur de moyens peut être quels paramètres on va mettre sur la machine pour faire en sorte que notre poulet soit correctement étourdi. Donc vraiment quelles données on va enregistrer. Et un indicateur de résultat va être l'auditeur va se placer sur la chaîne et va par exemple regarder 100 poulets de chair et vérifier qu'ils sont correctement étourdis au moment de l'abattage. Donc voilà, on a toujours des indicateurs de moyens et de résultats, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'avoir des auditeurs qui sont formés individuellement, qui participent à des journées de formation, parce que c'est une vraie robustesse du référentiel et une vraie spécificité du référentiel étiquette bien-être animal, c'est qu'on se déplace dans toutes les structures, on va voir les animaux et on évalue vraiment des indicateurs de bien-être animal sur les animaux, que ce soit en élevage, durant le transport ou durant l'abattage de ces animaux. Dernier point stratégique, et je trouve qu'il n'est pas des moindres, puisque le sujet revient extrêmement régulièrement sur la table, le sujet de l'origine. Comment vous faites avec la multitude des produits qui sont de plus en plus importés de l'étranger? Est-ce que justement cette étiquette bien-être animal peut être apposée sur du jambon espagnol, du poulet polonais ou autre? Est-ce que c'est le cas? Et auquel cas, si ce n'est pas le cas, comment on gère justement les origines étrangères? Alors, effectivement, c'est un vrai sujet dans les filières animales. Aujourd'hui, l'étiquette bien-être animal est créée par des structures françaises, donc par des groupements de producteurs français, pour des consommateurs français. Donc aujourd'hui, l'étiquette bien-être animal n'est utilisée qu'à l'échelle nationale. On ne peut pas fermer la possibilité que demain, par exemple, ce modèle soit pris en exemple et soit développé dans notre pays. Ce que tu évoquais justement. Voilà, tout à fait. Nous, c'est pour ça aussi qu'on trouve très encourageant les démarches des distributeurs qui vont être, nous, on va étiqueter 100% de notre offre. Pourquoi ? Parce que les produits d'importation, s'ils n'ont pas un système équivalent dans leur propre pays, seront automatiquement notés eux. Et donc, effectivement, le consommateur, quand il sera en rayon, il verra des produits qui sont notés A, B, C et des produits qui sont notés E. Et donc, on espère que ça le poussera à s'orienter vers des produits qui sont notés plutôt A, B, C. Donc voilà, aujourd'hui, globalement, les produits d'importation, soit ils seront notés E, soit ils ne seront pas notés. Et pareil, on espère que le consommateur fera vraiment ce lien. Et les premières études consommateurs qu'on a fait au sein de l'association Étiquette Bien-être Animal le montrent. Face à un produit qui n'est pas étiqueté et un produit qui est étiqueté A, B ou C avec l'étiquette bien-être animal, les consommateurs vont plutôt s'orienter vers des produits avec l'étiquette bien-être animal. Donc ce qui répond du coup effectivement à ce sujet qui est aujourd'hui l'étiquette bien-être animal, c'est par des producteurs français et pour des consommateurs français. Émilie, merci beaucoup. C'était hyper intéressant, hyper riche et je dois dire aussi très nouveau pour moi parce que j'avais jamais abordé ce sujet sur le podcast. Donc merci pour toutes tes explications. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques sur l'épisode et surtout dans la mesure où, comme tu le sais, Sans filtre ajouté est un média adressé aux professionnels de la grande distribution. Donc beaucoup de catégories managers, chefs de produits ou autres. Est-ce qu'il y a un lien de redirection qui est plus intéressant pour eux, pour justement répondre à leurs questions ou même collaborer? Comment ça marche? Alors, vous pouvez nous retrouver donc sur le site web de la démarche, donc c'est www.étiquettebienêtre-animal.fr. Pour les professionnels, vous avez une page qui vous est dédiée, avec vraiment une page « Je suis professionnel », un petit onglet, où vous pouvez rentrer en contact avec nous via notre adresse de contact, qui est toute simple et que vous pouvez retrouver très facilement. Vous pouvez également suivre les réseaux sociaux de la démarche, donc sur LinkedIn, sur Facebook et sur X, ex-Twitter. Et n'hésitez pas, vraiment, on est hyper ouvert aux échanges, on s'inspire aussi et on se construit avec tous ces échanges-là, avec toutes ces personnes qui viennent nous interroger. Donc il ne faut pas hésiter, on est extrêmement disponible et n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un grand plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous et de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi.
C'était un moment très intéressant. Et effectivement, je pense que c'est bien de déconstruire un peu tout ce qu'on pense autour de l'étiquette et tout ce qui est déployé aujourd'hui. Donc, merci pour ce moment qui était très riche également. Je pense qu'on a soulevé beaucoup de points et déconstruit aussi beaucoup d'idées reçues. Donc, merci beaucoup. À Avec bientôt. plaisir. À bientôt.